Bonjour à vous, bienvenue pour cette troisième vidéo de la série sur comment préserver et optimiser sa santé. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. En ce moment, on parle beaucoup du système immunitaire, de réaction immunitaire, de terrain immunitaire. Mais en définitive, on parle très peu d'alimentation. Or, on sait aujourd'hui que les intestins sont responsables de 80% du système immunitaire. Nous avons un pôle de 2 kg de bactéries dans les intestins avec une flore saprophyte, une flore pathogène qui vont s'équilibrer, et une flore commensale. Et donc on va équilibrer ces trois types de bactéries et qui vont prendre plus ou moins de terrain et qui vont rendre notre digestion efficace et surtout l'expression de notre immunité efficace. Alors il y a beaucoup de documentaires qui sont sortis, beaucoup de revues scientifiques qui ont proliféré autour de l'importance de l'écosystème intestinal sur notre système immunitaire. Donc on peut être très surpris qu'aujourd'hui on soit déficient en information à l'heure d'une épidémie qui touche le système immunitaire. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire ici, de parler d'alimentation. Alors, ça ne sera pas dogmatique évidemment, mais c'est simplement que de montrer qu'il y a des choses qui nourrissent un bon système immunitaire et d'autres qui sont assez délétères et qui le détruisent. Tout d'abord, c'est quelle devrait être l'alimentation de l'humain, puisque nous sommes le microcosme d'un macrocosme. Donc nous devons vivre en symbiose avec différents systèmes, y compris avec les virus et les bactéries d'ailleurs, et nous ne pouvons pas chasser les virus ni les bactéries puisqu'ils font partie de notre vie et que nous sommes plus, je dirais, bactériens que cellulaires au niveau de notre constitution physiologique et biologique. Plutôt que de dire qu'est-ce que doit manger un humain, c'est plutôt qu'est-ce que ne devrait pas manger un humain. Ça va être déjà, on va procéder par élimination. Eh bien, toute la nourriture qui a été travaillée par la main de l'homme, donc qui n'est plus naturelle, c'est-à-dire tous les plats préparés, tous les plats modifiés, tous les plats transformés, tous les plats industrialisés, tous les plats micro-ondés, tous les plats frits, n'appartiennent pas, quelle que soit leur composition alimentaire, n'appartiennent absolument pas au système digestif humain. Ça, c'est clair, et ils ne pourront qu'être nuisibles pour une bonne gestion, pour une bonne expression immunitaire partant de l'écosystème intestinal. Ça, il faut être tout à fait clair dessus. On peut y prendre du plaisir, on peut trouver ça pratique, on peut trouver ça pas cher, mais en aucun cas ça n'apportera la santé. En aucun cas, en aucun cas, en aucun cas. Ce sont des aliments qui sont produits le plus souvent de manière industrielle. Peut-être les aliments n'ont même jamais touché le sol, n'ont peut-être jamais vu le soleil, ont peut-être été irrigués de substrats chimiques, ont ensuite été procédés industriellement, mis sous conserve, etc. et qu'on peut consommer 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans après. Et évidemment, ce n'est pas possible d'envisager que cela fasse partie d'une alimentation humaine. Tout ce qui va concerner la junk food, la restauration rapide, tout ce qui va contenir des additifs alimentaires, tout ce qui va avoir été modifié ne fait pas partie de l'alimentation humaine. Et plus loin que cela, on peut se poser la question des aliments qui sont difficiles à digérer. Je pense notamment aux céréales et aux légumineuses. On va dire, mais on en a toujours mangé. Alors pas toujours. Là, si ceux que ça intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur le régime paléo. J'aime beaucoup le travail qu'a fait Julien Vénesson sur l'écriture paléo, mais il y en a plein d'autres qui ont documenté. Je vous invite aussi à lire l'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalais, qui est un ouvrage majeur écrit par un cancérologue, cardiologue, chirurgien viscéral, enfin c'est un ponte en médecine, et il a écrit ce livre-là il y a un paquet d'années, on en est à la 6 ou 7e édition, et franchement c'est un travail remarquable, et il est démontré que ces aliments-là ne sont pas nécessaires et sont délétères. Par contre, on voit qu'à quel moment ils sont utiles. Eh bien en période de restriction et de famine, parce que ce sont des aliments faciles à cultiver, faciles à stocker, qu'on peut garder des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des millénaires. C'est pour ça qu'on en retrouve même dans les pyramides d'Égypte, du Kamut notamment, qu'on peut faire germer, et donc qui est vivant potentiellement, et qu'on peut consommer. Alors quand je dis vivant potentiellement, c'est parce qu'en fait ce sont des grains inertes qui n'offrent que très peu de vie et d'informations nutritionnelles. Par contre, si je parle des Égyptiens, c'est pas pour rien, c'est que ça a permis le développement d'une civilisation. Mais à quel prix ? Et sous quelle forme c'était consommé? Souvent c'était fermenté, macéré, germé, etc., etc., des procédés qu'on connaissait depuis que l'homme est homme. Mais c'est une alimentation de famine de subsistance, je le répète, ce qu'on vit un petit peu là. Donc on stocke des grains secs, on stocke des pois chiches, on stocke des lentilles, on stocke du riz, on stocke des pâtes, c'est-à-dire du blé,
Et à partir de ces éléments bruts-là qui sont inertes, qui n'expriment pas la vie, eh ben on ne peut pas en attendre la vie. Et puis il y a beaucoup d'acide phytique, des facteurs antinutritionnels, des inhibiteurs aussi d'enzymes qui rendent ces aliments peu favorables. Peu favorables aussi le sont les produits laitiers pasteurisés. Alors pourquoi je vais dire ça? Surtout le lait de vache. Donc là je renvoie vers un ouvrage, toujours les ouvrages paléo, mais également l'ouvrage de Thierry Soucard, Lait, mensonges et propagande, c'est-à-dire la propagande de la consommation de lait. L'OMS recommande à peu près 500 mg de produits laitiers, enfin, pardon, lapsus très révélateur, 500 mg de calcium par jour. En France, on recommande à peu près 1400 mg, donc c'est-à-dire quasiment 3 fois plus. Je précise que anciennement le PNNS, il y a 27 membres au comité directeur qui décident. Il y en a 21 de manière avérée qui ont des liens avec l'industrie des produits laitiers. Cette industrie des produits laitiers est tentaculaire et a réussi à parvenir à s'immiscer dans tous les secteurs de l'industrie, de l'économie et de la politique pour faire passer des lois comme quoi les produits laitiers étaient indispensables pour la santé. Ce qui est absolument faux, puisqu'on le constate sur de nombreuses études. En Asie, où il y a peu de cas d'ostéoporose, eh bien on consomme peu de produits laitiers. Par contre, il y a ce qu'on appelle officiellement en médecine un paradoxe au calcium. C'est-à-dire que les gens qui consomment le plus de produits laitiers sont ceux qui développent le plus d'arthrose et d'ostéoporose. Alors, je ne vais pas développer tout cela, parce que je l'ai fait dans de nombreuses vidéos. Je vous invite à les regarder, celles où je parle des produits laitiers et des céréales. Tout ça pour dire que ce sont des aliments d'encrassement qui n'expriment pas la santé. On peut les consommer en petite quantité, c'est du chèvre ou du brebis cru, et puis, ou sur des variétés non mutées, et là où on n'a pas amené de la chimie. Une vache, aujourd'hui, vit en stabulation, dans un élevage confiné, elle a été modifiée génétiquement, elle a été mise au monde artificiellement par l'insémination. On lui donne des antibiotiques, des antidépresseurs, des hormones de croissance, tout un tas de compléments alimentaires. Elle ne voit pas l'air, elle ne voit pas la lumière. Et c'est une usine à lait. Et je rappelle que 80% des vaches aux États-Unis à 6 ans développent une leucémie. Et donc le lait est un filtrat sanguin également. Donc c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Donc ces aliments-là ne participent pas à la pleine santé. Qu'est-ce qui participe à la pleine santé et à un bon fonctionnement immunitaire? Eh bien les végétaux, qui contiennent des micro- et macronutriments en quantité et en qualité, des oligo-éléments, des vitamines, des enzymes, ces enzymes qui sont détruites à partir de 40 degrés, les vitamines à partir de 60 degrés ça commence à se dégrader, donc plus on mange de végétaux et plus on les mange crus, mieux on va pouvoir exprimer notre santé et laisser exprimer notre système immunitaire. Plus on va cuire, plus on va détruire, plus on va s'éloigner de ces aliments, plus ça va être compliqué. Je ne dis pas qu'il faut manger végétal, ce n'est pas ça du tout l'objet. Je ne suis pas à prôner quelque végétarisme ou végétalisme que ce soit. En tout cas, je suis pour éloigner les produits qui ne sont pas bénéfiques. Donc céréales, légumineuses, produits laitiers. Céréales, légumineuses non germées et produits laitiers, à plus forte raison s'ils sont ici des races que j'ai dit, et pasteurisés. Pour ce qui est des produits animaux, bien sûr que de manger les viscères d'un animal, c'est-à-dire des organes spongieux qui sont très digestes et avec beaucoup de micro- et macronutriments, va être différent que de manger de la chair qui va demander beaucoup d'acide chlorhydrique à notre estomac pour dissoudre les tendons, les ligaments et les muscles. En revanche, les poumons, le cœur, les reins, le foie vont pouvoir être mangés crus. Et l'homme, les chasseurs, si vous regardez les chasseurs, vous êtes peut-être friand de reportages en ce moment en étant confiné, eh bien vous regardez que c'est un honneur que de manger le foie, le cœur, les abats, les tripes. Donc on plonge les mains béantes dans cette chaleur corporelle animale et on mange. Et ça c'est ce que font tous les chasseurs, c'est ce que font toutes les peuplades, et la chair animale va pour les animaux domestiques qui servent à protéger ou à accompagner la chasse ou être avec l'habitat. Et c'est ce que font aussi les carnivores, c'est-à-dire de d'éventrer et de se nourrir dedans. Il est très difficile de consommer de la chair animale, il est beaucoup plus facile de se faire sur les organes spongieux. On pourrait dire la même chose des œufs également. Donc ça, si on doit raisonner qu'est-ce que doit manger un humain, eh bien moi je me place dans le contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire dans la nature, et je dois être opportuniste. Eh bien je vais avoir des plantes sauvages, je vais avoir des baies, je vais avoir des racines, je vais avoir des champignons, je vais avoir du petit gibier, je vais avoir des nids dans lesquels il y aura des œufs, et je pourrais me débrouiller. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme ça, en tout cas on doit se relier à ce que nous notre code génétique, depuis des centaines de milliers d'années, il a à peine varié d'1%.
Donc nous exprimons une capacité à nous nourrir, à nous défendre au niveau immunitaire, à exprimer notre immunité, eh bien, qui est identique depuis des centaines de milliers d'années. Or, depuis quelques dizaines d'années, nous nous alimentons plus de manière autonome, plus de manière naturelle, mais majoritairement industrielle. Et évidemment, notre écosystème intestinal en pâtit, notre biologie et notre physiologie globale en pâtit, et notre expression immunitaire en pâtit largement. Ce que je nous invite donc à faire, c'est à réfléchir sur qu'est-ce qu'on mange. C'est est-ce que cet aliment-là que je vais mettre dans ma bouche, est-ce qu'il existe à l'état naturel? Que je le mange cru ou cuit, est-ce qu'il existe à l'état naturel? Ou alors est-ce qu'il a été synthétisé? Est-ce qu'il a été largement modifié? Et est-ce que je dois moi-même le transformer avant de le consommer? Si tel est le cas, c'est que sans doute il y a un gros problème et que cet aliment-là n'est pas fait pour notre écosystème intestinal. Je vous renvoie, il y a tout un tas de littérature, je vous invite à vous intéresser aux travaux de Pierre-Valentin Marcheseau, je vous invite à vous renseigner auprès des ouvrages de Dominique Guyot, je vous invite à vous renseigner auprès des livres du docteur Jean Seignalé, voire du professeur Henri Joyeux, qui sont d'excellentes sources de vulgarisation pour commencer à mettre un pied et comprendre ce qu'est un humain au niveau de sa sphère digestive, de son écosystème intestinal, du lien entre la santé des intestins et le système immunitaire, et puis de commencer une bonne alimentation dès aujourd'hui, dès cette période de crise des confinements, et puis de se projeter pour demain en étant acteur de son alimentation, et voire le plus autonome possible, et de manger une alimentation naturelle, et qui ne soit pas pléthorique, qui ne soit pas liée au plaisir, mais qui soit liée, je dirais, au besoin et à l'instinct, qu'on ne se nourrisse plus avec la tête, que se nourrisse plus avec la compulsion, mais au juste besoin, et que dès l'instant qu'il y aura un peu trop de graisse, eh bien c'est que forcément l'alimentation sera inadéquate au niveau quantité et sans doute au niveau qualité. Bonne réflexion à tous à partir de tout cela. Je vous invite à consulter les vidéos de cette chaîne qui sont très abondamment sourcées et documentées sur l'alimentation, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.